Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, Salon Bipositive 2019. Et ce matin, nous allons parler matériaux disponibles ou en évolution pour construire plus c'est moins. Et avec moi pour en parler, 3 personnes. Monsieur Nicolas Brasier, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant de Baye Béton. Tout à fait. Baye Béton, qu'est-ce que c'est ? Baye Béton, c'est un vecteur de communication numérique qui a été créé par la filière béton, donc regroupant Symbéton, regroupant le SNBPE et la FIB. À côté de vous, monsieur Vianney Charmette, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du bureau d'études Etamine, c'est ça ? Responsable, c'est un bien grand mot, mais non, je suis chargé de projet chez Chargé de projet chez Etamine, donc bureau d'études HQE, et vous travaillez avec le réseau VAD. Tout à fait, oui. Réseau de professionnels à l'échelle de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et Etamine, qu'est-ce que c'est ? Etamine, vous interveniez sur quel type de projet, par exemple ? C'est un bureau d'études en qualité environnementale du bâtiment. Donc en fait, on travaille sur toutes les thématiques thermiques, énergétiques et analyse de cycle de vie bas carbone. Sur tout type de projet, hôpitaux, logements, bureaux. En face de vous, monsieur Bernard Boyeux, bonjour. Bonjour. Bernard Boyeux, vous êtes, responsable de BioBuild Concept. De quoi s'agit-il ? Alors, BioBuild Concept, c'est un bureau d'études, mais pas technique. C'est un bureau d'études, on s'occupe plutôt de développement de filières. De toutes les filières, mais très spécialisées uniquement dans les matériaux biosourcés. On agit que dans ce domaine et on participe aussi, on anime par exemple un groupe de travail qui s'appelle Sable Vert qui est sur les bétons végétaux. On fait partie d'un cluster en Bourgogne-Franche-Comté qui est en train de se monter sur ce thème-là, etc. On est vraiment spécialisé sur les matériaux biosourcés. Voilà, spécialisation matériaux biosourcés. Si mes souvenirs sont bons, vous ne travaillez pas sur la structure bois, hein. C'est vraiment les matériaux issus de l'agriculture notamment. Tout à fait. Le bois est évidemment le matériau biosourcé par excellence, mais bon, ça devient un peu une habitude quand on parle de matériaux biosourcés de sous-entendre que c'est hors bois d'œuvre. Non pas qu'il y ait une guerre entre les deux ou qu'il y ait une séparation, mais je pense qu'on est sur des filières très très différentes dans leur évolution. Déjà, les matériaux biosourcés, c'est déjà très large. Il y a plein de choses différentes, donc il y a un peu une différenciation, quoi. Alors, monsieur Charmette, on va commencer avec vous, et puis vous allez nous poser le décor. Donc, expérimentation plus c'est moins. Dites-nous un petit peu comment vous voyez les choses et comment vous inscrivez les matériaux dans cet ensemble. Alors, l'expérimentation E plus c'est moins, donc effectivement, c'est le décor de ce qui se joue en ce moment en termes d'analyse de cycle de vie dans le secteur du bâtiment. Donc, E plus c'est moins, c'est une expérimentation qui est en cours depuis 2016 et qui préfigure la prochaine réglementation environnementale du bâtiment, donc la RE 2020, qui est prévue pour a priori janvier prochain. Et en fait, cette réglementation environnementale, elle dépasse aujourd'hui le cadre uniquement thermique et énergétique qu'on avait jusqu'à présent dans le bâtiment, et elle intègre les analyses de cycle de vie, et notamment l'impact carbone. Donc, l'analyse de cycle de vie, rapidement, pour ceux qui ne sauraient pas aujourd'hui ce que c'est exactement. Alors l'analyse de cycle de vie, l'idée c'est de prendre un bâtiment dans son ensemble, et d'étudier ses impacts environnementaux. Donc il y en a beaucoup, hein, mais le principal aujourd'hui dont on parle, c'est l'impact carbone. Et d'étudier ses impacts environnementaux sur tout son cycle de vie, y compris la fabrication des matériaux qui vont servir à la construction et le traitement en fin de vie après démolition du bâtiment. Donc c'est vraiment une photo très large de l'impact d'un bâtiment aujourd'hui. Je vous laisse continuer donc sur le décor. Et donc, en fait, on utilise donc cette méthode d'analyse de cycle de vie. Pardon. On utilise cette méthode pour étudier l'impact carbone d'un bâtiment dans le cadre de E plus C-. Donc E, c'est pour énergie positive et C-, c'est pour carbone moins. Donc la CV concerne essentiellement le volet C-. Et pour expliquer rapidement comment ça fonctionne, parce que c'est important pour la suite, en fait, une analyse de cycle de vie consiste à lister tous les matériaux qu'on va intégrer dans la construction d'un bâtiment, toutes les consommations énergétiques, tout ce qui se passe en chantier, toutes les consommations d'eau. Et en face de chacun de ces composants, on va assigner une fiche de données environnementales. Donc, en fait, on va dire, par exemple, pour du béton, on va avoir 1 mètre cube de béton égale tant de kilogrammes de CO2 équivalent rejetés dans l'atmosphère. Voilà, ça c'est pour la méthode générale. Ça c'est pour la méthode, c'est pour le décor. Et vous dites qu'il y a quand même une inadéquation, on va dire, entre cette future réglementation et peut-être la réalité.
Voilà, alors comme tout cadre réglementaire, on a des fois un décalage avec ce qu'on fait dans la pratique de tous les jours, en tout cas en tant que bureau d'études chargé de ce genre d'études. En fait, le E+C- a un cadre qui est ce qu'il est, hein, on pourrait en parler des heures, mais l'idée est de dire qu'il y a des données environnementales qui sont mises à notre disposition et il n'y a que celles-ci. Ces données, elles sont mises à disposition sur la base de données IGNES, qui est la base de référence en France. Et donc, on utilise ces données pour faire nos études. Sauf que le problème, c'est que ces données-là, soit elles viennent à manquer, dans certains cas, pour certains matériaux, dans certains secteurs industriels. Il nous manque des données environnementales que les fabricants n'ont pas pu encore fournir. Et dans d'autres cas, on a affaire à des données qui nous semblent parfois un peu aberrantes, qui sont en décalage complet avec ce qu'on connaît depuis des années. Et du coup, ça demande de re-questionner un peu à la fois nos évidences, mais aussi de re-questionner les données qu'on nous met à disposition. Voilà, pour vous, ça pose un petit problème. Est-ce que sur ce diagnostic, alors sur déjà le décor, puis sur le diagnostic, est-ce que vous partagez un petit peu ce qui vient de se dire, ou est-ce que vous avez une vision un peu différente? Je ne sais pas lequel des deux veut commencer. Oui, moi je voudrais peut-être aussi par rapport au décor planter un point qui est sur l'importance du monde du bâtiment dans le changement climatique et sur un chiffre qu'on entend en permanence, qu'on voit affiché partout, qui est les 25% de CO2 du bâtiment, qui par rapport à cette discussion et par rapport à E+, et moins, et encore plus par rapport à la RE 2020, me semble être un mauvais chiffre. Non pas qu'il soit faux, mais il ne concerne que la consommation, enfin que la production de CO2 liée au fonctionnement du bâtiment. Or, on sait approximativement, que ce soit au niveau mondial ou au niveau français, que la partie construction, les matériaux de construction, à eux seuls, représentent au moins 10% du carbone global émis dans le monde. Il y a un rapport très récent sur l'Alliance du bâtiment qui est sorti il y a quelques semaines, qui revient sur ce chiffre où c'est 11% par rapport au monde. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a vraiment un intérêt à s'intéresser à la part du matériau dans une construction E+C-. Absolument. Et pour nous, en fait, cette démarche E+C- et la RE 2020 qui vient derrière, c'est vraiment une évolution très très forte, extrêmement importante, qui a sans doute ses limites, comme vous le disiez, parce que je pense qu'on est en train d'inventer quelque chose de très difficile, mais c'est une vraie révolution par rapport à ce qu'on connaît depuis 20 ans. On introduit dedans un premier critère qui est l'aspect construction. Or, on sait aujourd'hui que quand on construit, selon la RT 2012, les matériaux de construction, c'est à peu près 60% du carbone sur la vie du bâtiment. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne s'occupait pas de ça. Et pour l'énergie, c'est similaire, c'est à peu près pareil. Ça, c'est la première révolution. La deuxième révolution, c'est de rentrer dedans, justement, cet aspect environnemental qui se réduit au mot carbone, mais c'est déjà énorme. C'est déjà un gros, gros sujet. Et puis, le troisième sujet qui vient dans RE 2020, qui n'est pas aujourd'hui dans E+C-, c'est le stockage du carbone, qui est un élément qui nous paraît essentiel par rapport au changement climatique aujourd'hui. On en est où du stockage du carbone? Parce qu'il y a débat encore sur le sujet, ou est-ce que le débat est clos? Non, le débat n'est pas clos. En fait, il y avait une option très très simple pour mettre un critère stockage carbone dans les réglementations. Ça a été fait avec deux réglementations qui sont en cours aujourd'hui. Il y a une réglementation sur le bonus de construction qui peut permettre dans certains cas de construire jusqu'à 30% de plus sur des territoires. Donc en zone urbaine, c'est extrêmement important. Où on peut valoriser quelque chose qui s'appelle le label bâtiment biosourcés. Et il y en a une deuxième qui est l'exemplarité des bâtiments publics où on peut faire exactement la même chose. Ces deux réglementations s'appuient sur exactement le même référentiel que +C-, mais on peut aussi valoriser ça. Et c'est un moyen... On peut aller plus loin. Donc, voilà, au même titre que ce qui se fait dans le label BBCA, par une méthode très simple, puisque c'est simplement la quantité de matériaux biosourcés ramenés au mètre carré, de valoriser ces aspects-là. Mais aujourd'hui, on ne sait pas très bien le faire sur des méthodes très très scientifiques. Et il y a un débat justement par rapport à la RE 2020 là-dessus. Et il y a un groupe d'experts qui travaillent sur les ACV. Donc j'espère qu'il en sortira quelque chose de positif. Voilà, je vais juste faire une petite parenthèse. On avait avant-hier, quelqu'un de l'ADEME qui s'occupe du programme OBEC, qui est un programme de recherche, où on voit un petit peu justement comment les bâtiments construits aujourd'hui se placent par rapport au carbone. La personne qui était là disait qu'on atteignait pour la plupart du temps jamais C1, parce qu'on n'avait pas justement les ACV qui permettaient aujourd'hui de le faire.
sur ce diagnostic et sur, non pas ce que vous faites pour le béton, on verra ça après, mais sur le diagnostic et puis un peu ce qui vient de s'échanger, là, comment vous voyez les choses? Oui, sur le diagnostic, je voulais juste préciser quelque chose avant de revenir un petit peu sur le niveau carbone. Je voulais juste représenter un petit peu le matériau béton en 2 mots. Le matériau béton, c'est un matériau qui a plusieurs centaines d'années, parce que même les Romains avaient compris qu'en mettant un liant, des granulats et de l'eau, on obtenait une pierre liquide qui avait des propriétés mécaniques. Voilà. Depuis 200 ans, c'est un Français, il faut quand même rappeler, qui a posé les bases de l'invention du ciment, Louis Vicat, donc il y a exactement 201 ans, qui a compris comment fonctionnait la prise hydraulique et qui a inventé, on va dire, le ciment artificiel. Voilà, donc ça fait 200 ans qu'on connaît ce produit tel qu'il est et tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Les premiers bâtiments en béton armé sont apparus au début des années 1900. Et je voulais vous représenter ça pour vous dire qu'effectivement, le béton, pour bien donner sa définition, c'est effectivement du ciment, des granulats et de l'eau. Ça, c'est important parce que dans la mise à disposition des données, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, on a tous été un petit peu pris de court. Il faut le temps de s'adapter, de fournir des données et d'enrichir cette base INES. Sachant qu'il y a eu quelques changements, quelques échanges de normes entre-temps, qui ont été effectivement un petit peu contraignantes pour les industriels. Donc au niveau de la filière béton, vous avez effectivement un configurateur qui s'appelle Betty, qui est donc déjà disponible et vérifié, qui vous permet, en sélectionnant la configuration du béton que vous souhaitez, sortir une FDS vérifiée et utilisable dans E+C-. Vous en avez un autre, donc ça c'est pour la partie béton prêt à l'emploi, donc le béton en toupie livré sur chantier. Et vous en avez un autre qui va sortir milieu d'année, environnement IB, pour toute la partie béton préfabriqué. Donc au niveau de la filière béton, on va dire que les données sont déjà disponibles. Les données sont disponibles. Alors une question, puisque vous avez attaqué direct sur le béton, est-ce que tous les matériaux aujourd'hui disponibles, qu'il s'agisse du béton, qu'il s'agisse du bois, qu'il s'agisse des matériaux biosourcés, sont utilisables dans une construction bas carbone, et surtout, quelle est leur part? Est-ce qu'on sait comment ils agissent dans cette construction? Oui, alors, dans le cadre de E+C-, comme je le disais tout à l'heure, il y a des données qui manquent. Il y a des données qui manquent pour pas mal de matériaux, malheureusement. Et notamment pour la filière biosourcée, qui est une filière encore en construction, hein, donc elle fait ce qu'elle peut. Mais du coup, on a du mal à la valoriser, puisque du coup, les fabricants n'ont pas fourni les données nécessaires qui sont représentatives du marché réel. On n'a pas les mêmes moyens entre monsieur et monsieur. Pas le même âge non plus. Hein, pas le même âge. Voilà. Je parlais de moyens. Et du coup, quand on a un manque de données par les fabricants et les industriels, l'État donne à disposition ce qu'on appelle des données par défaut, qui sont des valeurs qui sont là en fait pour combler des manques. Et donc sur les matériaux biosourcés, on utilise beaucoup ces valeurs par défaut. Malheureusement, ces valeurs par défaut, leur construction fait qu'elles sont très défavorables, parce que déjà il y a un gros degré d'incertitude, et qu'ensuite l'idée c'est de pousser les industriels à fournir des fiches qui sont réellement représentatives du marché. Du coup, ces données par défaut sont défavorables pour dire réveillez-vous quoi. Mais de fait, dans nos calculs, quand on intègre ces données-là, on arrive à des résultats qui sont aberrants, ouais, et qui ne permettent pas du tout de valoriser les isolants en ouate de cellulose ou d'autres matériaux biosourcés. Alors la paille est plutôt bien valorisée, le bois aussi, quand même, qui est une filière peut-être un peu plus construite. Le béton est très présent. La SNBPE a plutôt bien fait son travail, et il est possible aujourd'hui de le valoriser aussi d'une certaine manière, parce qu'il existe des bétons bas carbone, et grâce au configurateur Betty dont parlait Monsieur Brasier, on peut valoriser ce genre de béton là aussi. Donc voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a à disposition dans les données qu'on nous fournit, mais on sait aussi, nous, depuis plusieurs années, on travaille sur ces sujets ACV, et donc chez Etamine, on a une expertise qui nous permet de dire, voilà. Alors le béton, globalement, le béton armé, notamment à cause des aciers qui sont intégrés, ça reste un matériau très carboné. Donc on va essayer de l'optimiser dans les constructions, mais on peut utiliser du bois, on peut utiliser aussi donc tout ce qui est isolant biosourcé, des laines de bois, de la paille aussi. Aujourd'hui, la paille, elle a un impact négatif, c'est-à-dire que la donnée qui est disponible dans la base INES, elle permet de réduire l'impact carbone encore plus. Sur cette question des fiches de données environnementales, enfin du besoin, comment travaille la filière biosourcée là-dessus?
Alors, pour le moment, la filière biosourcée, elle essaie de rentrer exactement dans les mêmes cadres. Donc, elle s'industrialise à certains endroits. Donc là, il commence à y avoir des FDS. Le ministère de l'Environnement a financé un certain nombre de FDS globales, etc., dont celle de la paille, mais d'autres aussi. Donc c'est des choses qui avancent. Hein. On n'a pas le même âge. On est sur des filières jeunes donc, qui s'établissent, qui n'ont pas encore non plus... C'est difficile de parler de filière biosourcée parce qu'il y a des choses très très matures comme la fibre de bois, la ouate de cellulose, surtout la fibre de bois. Et puis des choses qui sont totalement émergentes. Quand on parle des algues, des roseaux, etc. Aujourd'hui, on est sur des choses qui émergent à peine. Donc la maturité est très différente. On n'est pas encore dans la... Voilà. Mais au-delà de ça, il y a un problème méthodologique derrière, tant de la FDES et surtout de l'analyse de cycle de vie, puisqu'une analyse de cycle de vie, en fait, c'est un bilan entrée-sortie. Et à la sortie des matériaux biosourcés, si on n'a pas de filière de recyclage qui reviennent les unes derrière les autres, je parle sous le contrôle du spécialiste, normalement, le matériau, soit on le brûle, soit il va en décharge. Et à ce moment-là, le bilan il est nul, puisque le carbone qu'on a stocké au départ, il ressort à l'autre bout. Donc on a l'avantage d'être à zéro, mais c'est tout. En fait, ça n'apporte pas des choses positives. Ça reste quand même un gros avantage. Voilà. Mais par contre, si on recyclait au bout, ou si parce que là on est sur des durées de 50 ans en général, je rappelle comme ça que la charpente de Notre-Dame, elle a 8 siècles, elle stocke du carbone depuis 8 siècles sans rien demander à personne. Et puis je pense que c'est pas fini, elle est encore là pour un petit moment. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse raisonnablement continuer dans l'esprit de l'économie circulaire dans lequel on est, à dire qu'on va construire des bâtiments pour 50 ans et mettre tout à la poubelle au bout de 50 ans. Donc il y a des problèmes méthodologiques, mais qui sont complexes. Voilà, qui sont liés au fait qu'on est en phase d'apprentissage peut-être encore. Absolument, oui, c'est exactement ça. Vous soulevez un point qui est très important, c'est effectivement la durée de vie des bâtiments. C'est vrai que nous, au niveau de notre filière, on considère qu'un bâtiment qui est construit en béton, certes, il a un point carbone, mais il n'a pas un point carbone qui est à prendre en compte sur 50 ans, mais plutôt sur une durée de vie bien plus élevée. On se rend bien compte qu'effectivement, à l'heure actuelle, on n'a plus assez de crédit pour reconstruire un bâtiment pour 50 ans, le démolir dans 50 ans et reconstruire. Le béton a beau être un matériau recyclable, issu d'une filière courte, économie circulaire, à un moment, il faut se poser la question, effectivement, que ces bâtiments solides, on va dire, avec un matériau qui a quand même fait ses preuves, effectivement, se valorisent sur une durée plus longue. Sur cette question de la valorisation et de la durabilité du matériau. Oui, alors moi je voulais réagir un peu sur cette question-là. Effectivement, on a beaucoup d'exemples de très anciens bâtiments qui continuent de perdurer et c'est effectivement quelque chose qu'on aimerait pouvoir valoriser. Après, il faut aussi bien comprendre que c'est très hypothétique. Hein. La durée de vie d'un bâtiment, aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'un bâtiment, elle est à peine de 50 ans. Donc on détruit énormément, alors sauf des éléments très patrimoniaux qu'on aime à conserver. Et du coup, face à cette incertitude sur la durée de vie, E+C- prend la mesure du problème et pour rendre comparables tous les projets, impose une durée de vie de 50 ans. On pourrait effectivement critiquer ça, en discuter longuement, mais c'est aussi une posture sécuritaire pour se dire, ok, autant agir dès maintenant sur le carbone plutôt que de faire l'hypothèse qu'on va construire des bâtiments pour 300 ans. Alors qu'on sait c'est un peu ce que vous dites, Bernard Boyeux, le carbone c'est maintenant en gros. Oui. Vous savez qu'il y a deux aspects. Hein. Il y a l'aspect cette durée de vie qui est quand même... on l'oublie un peu hein, quand on parle des FDES. Plus personne ne parle de ce sujet qui était quand même un sujet important. Puisque si on passe de 50 ans à 100 ans, on diminue, on coupe par deux, hein, on divise par deux. Donc c'est quand même pas un critère anodin. L'autre chose qui nous paraît extrêmement important, c'est cette idée de stockage de carbone, donc qui n'est pas dans l'ACV aujourd'hui, puisqu'on est sur des ACV statiques. Et en fait, si on entend le dernier message du GIEC, ce que disait Jean Jouzel il y a encore quelques jours, on n'arrivera pas à nos 2 degrés d'augmentation de température, encore moins à 1,5, si on se contente de diminuer les émissions de carbone. On est obligé aujourd'hui de stocker du carbone. Bon, c'est un message qui fait son chemin très très vite en ce moment. Hein. C'est un moment que nous on le porte, mais il est repris aujourd'hui. Voilà, diminuer la part de carbone dans la construction n'est pas suffisante. Il faut également stocker. Absolument. Et pour tous les secteurs. Or, dans le bâtiment, qui est quand même un des meilleurs endroits où on puisse stocker du carbone, puisque les durées de vie sont très longues et qu'on peut imaginer le recycler plusieurs fois. Hein, du bois, ça peut se recycler plusieurs fois de suite et se réutiliser. On peut stocker du carbone durablement et c'est peut-être le meilleur produit, le bâtiment, où on puisse faire du stockage de carbone. Et encore une fois, je ne vois pas d'autre solution que des matériaux
qui contiennent du carbone, donc des matériaux biosourcés. Si je pousse ça aussi, il y a aussi un élément important, hein, puisque l'enjeu du climat, c'est aujourd'hui, c'est pas dans 5 ans, hein, c'est aussi les dernières conclusions du GIEC. Hein, ils ne se sont pas trompés depuis 30 ans, je ne pense pas qu'ils se trompent aujourd'hui. Si on veut stocker, faut comprendre que quand on construit un bâtiment, aujourd'hui, suivant les évaluations qui sont faites, on met dans la nature 60% du carbone le jour où on a fini de construire le bâtiment. Et ça va impacter tout de suite, en fait. Alors que sur la vie du bâtiment, la consommation énergétique, elle va s'étaler sur toute la vie du bâtiment. Ça veut dire qu'il faut agir tout de suite lors de la construction, absolument, plus que finalement sur la durée de vie du bâtiment. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Alors, derrière, il faut faire les deux. Plus, mais oui, je vais me faire... il faut faire les deux. Non, il faut faire les deux, parce que si on veut stocker longtemps, il faut aussi que les bâtiments vivent longtemps ou qu'on les recycle. Enfin, je pense qu'il y a une idée très forte en ce moment sur l'économie circulaire dans le bâtiment, qui est vraiment un sujet important. Encore, je pense que là, on parle de complexité de plus, c'est moins, mais quand on va parler de la complexité de l'économie circulaire, ça va être encore pire. Mais je pense que ce sont les vrais sujets d'avenir, en fait. Sur ce que vient de dire M. Boyeux, et donc, du coup, utiliser des matériaux biosourcés, le béton, pour le moment, on ne peut pas dire que ce soit un matériau biosourcé. Et est-ce que... quelles sont les actions que vous menez dans ce sens-là? Voilà, c'était un peu le but aussi de cette invitation, c'est de voir que le matériau principal de la construction, parce que ça aussi, il ne faut pas le nier, agit sur ce point-là. Donc, quelles sont les actions que vous menez dans ce domaine? Alors, les actions sont à plusieurs niveaux. Tout d'abord, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, le béton, c'est du ciment, un granulat et de l'eau. Ce granulat peut très bien être biosourcé, tout à fait. On en discutait tout à l'heure. Il y a des... Il y a du chanvre, il y a du miscanthus, voilà, il y a des choses comme ça. Du béton de bois, du béton de chanvre. Il y a quelques produits d'ailleurs sur le salon sur cette thématique-là, effectivement. Est-ce que le béton banché, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui on réfléchit à un béton banché avec des granulats biosourcés? Ça a déjà été réalisé. Vous avez déjà des maisons qui ont été réalisées en béton banché à base de béton de chanvre. Voilà. C'est des solutions effectivement qui sont envisagées, qui sont étudiées, qui sont développées également par la filière, de remplacer effectivement le granulat que l'on connaît, hein, le gravillon roulé, par des granulats biosourcés pour justement effectivement stocker du carbone dans nos produits. Mais effectivement la démarche, il y a celle-ci, mais effectivement elle est en place, elle est en train de s'installer. Mais à l'heure actuelle, il y a une démarche qui est effectivement assez essentielle. Vous venez de le dire, le béton, effectivement, on aura quand même du mal à s'en passer dans la construction, pour les fondations, pour la superstructure. Le matériau a quand même des qualités assez importantes. Et puis ce matériau tolère d'autres systèmes constructifs. Donc effectivement, nous, dans la filière, on sait que la mixité des systèmes constructifs, le bon matériau au bon endroit, c'est vraiment une des solutions d'avenir. Et en parlant justement de bon béton au bon endroit, justement en utilisant le logiciel Betty, on peut jouer sur les classes d'exposition, dans les classes d'agression auxquelles le béton va être exposé dans son environnement, que ce soit la carbonatation, le sel ou d'autres. On peut jouer effectivement sur les dosages en liant, donc en ciment, et donc optimiser le poids carbone du bâtiment déjà actuellement. C'est un travail qui peut être fait très en amont avec les bureaux d'études, mais on peut optimiser les épaisseurs, les ferraillages, on peut travailler vraiment sur ce produit à cette échelle. J'ai entendu dire une fois qu'il fallait peut-être réviser aussi les eurocodes pour pouvoir diminuer, parce qu'aujourd'hui on avait des bétons de suffisamment bonne qualité pour diminuer l'épaisseur des poutres. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille également? C'est des choses qui sont effectivement travaillées avec les bureaux d'études. Les eurocodes prennent des valeurs, comme on disait tout à l'heure, par défaut. Quelquefois, quand on rentre par exemple sur certaines valeurs, notamment au niveau du retrait ou des choses comme ça, on arrive vraiment à travailler spécifiquement sur le produit, diminuer les épaisseurs. On arrive à vraiment optimiser la conception. Dans l'approche bas carbone, on avait hier quelqu'un de BBCA qui nous disait c'est aussi de ne pas mettre de matériaux, tout simplement. Hein. Oui, c'est comme l'énergie qu'on ne consomme pas. C'est celle qui ne pollue pas à la fin, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Pour en finir avec le béton, d'autres projets. Hein. Il y a des projets Recy-Béton, c'est ça. Rapidement, dites-nous ce qui se passe. Et puis, dites-nous un petit mot quand même sur le ciment. D'accord. Alors, un petit mot sur le ciment. Effectivement, à l'heure actuelle, dans une F2S d'un béton, on l'a dit tout à l'heure, il y a les aciers, mais il y a le ciment qui est entre 60 et 90% du poids carbone d'un béton. Donc actuellement, les cimentiers travaillent sur déjà des solutions disponibles, hein, des bétons dits bas carbone, donc qui sont à peu près entre 20 et 30% moins carbonés que les bétons standards ou utilisés il y a quelques années, que ce soit des CEM4, des CEM5, des CEM3, des CEM6, où on vient rajouter effectivement, on vient diminuer la part de clinker, qui est en fait le clinker qui est la part la plus carbonée dans le ciment, par des ajouts, voilà, comme de la pouzzolane, comme des filaires calcaires ou des choses comme ça. Donc on travaille déjà sur ces nouveaux types de liants.
Mais on va un petit peu plus loin dans le process industriel. C'est qu'actuellement, on parlait tout à l'heure de stocker le carbone. Effectivement, c'est un enjeu très important et crucial à l'heure actuelle. Donc il y a un programme qui a été lancé en 2018. Il y a un programme de recherche sur le sujet. Ce programme FastCarb qui vise à stocker en fait le carbone dans les granulats de déconstruction. Le béton se recarbonate naturellement, mais si on vient forcer cette carbonatation, on espère avoir dans les 3 ans une carbonatation de l'ordre de 30% des émissions de production de clinker dans le granulat. C'est quand même un projet à long terme. Hein. On en est aux prémices et on commence à réfléchir à la question. Exactement. Sur les 3 ans, il y aura une phase labo, puis une phase industrielle. Et je vais juste finir par le Rossi-Béton, dont vous parliez tout à l'heure. Si on vient arriver à recarbonner les granulats de béton de déconstruction, on pourra les réutiliser plus tard dans les nouveaux bétons. Et donc, à nouveau, diminuer le poids, à peu près peut-être de 50% par rapport au béton actuel. Sur ces questions d'effort des matériaux, qui soient des matériaux traditionnels a priori plus carbonés que d'autres, ou des matériaux biosourcés, évidemment du matériau bois, est-ce qu'aujourd'hui on a des matériaux pour construire bas carbone? On en a... alors... Oui, on a beaucoup de matériaux pour construire bas carbone, dans le sens où effectivement beaucoup de filières font l'effort d'optimiser la fabrication de leurs matériaux, ou intrinsèquement ce sont des matériaux qui stockent du carbone et des matériaux naturels. Donc on a beaucoup de possibilités théoriques et il faut jouer avec ça. On sait aussi qu'il y a des matériaux qu'il faut plutôt éviter, ou en tout cas optimiser au possible, puisqu'ils sont intrinsèquement très carbonés, dans le sens où leur fabrication est parfois très énergivore, et fabriquée dans d'autres pays où les modes de fabrication sont... Il y a l'impact transport aussi qui est très important. Il y a aussi un impact transport, tout à fait. Dans ces matériaux-là, par exemple, le verre, on y pense rarement, mais le vitrage, en fait, c'est quelque chose il faut le chauffer à plusieurs milliers de degrés, et du coup, c'est quand même très impactant. Les enrobés aussi, l'asphalte qu'on a, toutes les routes qu'on construit, en fait, ont un impact carbone très important. Et du coup, plutôt que de parler en fait de matériaux vertueux, on peut aussi se poser la question au moment de la conception, quand on remonte un peu en amont, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser les matériaux qui sont les plus carbonés, qu'on utilise pour de très bonnes raisons aussi, hein, que ce soit le béton ou les enrobés. Nous, on ne veut stigmatiser personne, mais il faut réfléchir aussi à cet impact qui est intrinsèque et comment on fait à partir de ça pour optimiser la construction. Donc là, c'est un effort qui doit être fait au niveau des maîtres d'ouvrage, au niveau des architectes, au niveau des biostructures. Sur le béton, il y a toute une optimisation à faire des structures pour réduire la quantité mise en œuvre. Donc voilà, c'est un message général. Nous, on fait des calculs, on essaye de valoriser certains matériaux, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire en amont et en aval. J'ai une dernière question, là on a largement débordé, mais dans la construction bas carbone, quel est le poids le plus important? C'est la structure, c'est le matériau de seconde œuvre, on a parlé du vitrage, on a parlé des isolants. Qu'est-ce qui fait le poids carbone du bâtiment? Alors ça, je peux vous donner une réponse assez concrète. On a, à travers toutes nos études, à nous et Tamine, mais aussi à travers les appels d'offres type OBEC-ORA, on a pu dégager un peu des moyennes des impacts de chaque lot constructif. Il en ressort que les lots VRD et structures sont parmi les plus impactants. Alors c'est la faute du béton, mais en fait, si on y réfléchit, c'est surtout la faute à la quantité de matériaux impliqués pour porter un bâtiment et plusieurs mètres cubes, que ce soit du bois ou du béton. La réflexion, elle doit porter sur le matériau lui-même, mais aussi sur son utilisation, son optimisation, sur l'économie de matériaux. Exactement. Et éventuellement le réemploi. Vous disiez tout à l'heure, le matériau le moins impactant est celui qu'on n'utilise pas. Donc voilà, c'est tout à fait dans cette logique-là. Après, il y a aussi les lots techniques qui sont très impactants. On a les lots chauffage et ventilation, mais aussi les lots électricité qui impliquent beaucoup de quantité de métal, de cuivre, tout ce qui est câblage électrique. Donc ça aussi, ça a un impact assez important, il faut le savoir. Voilà, donc on aurait pu avoir toute la chaîne des matériaux autour de la table, mais c'est compliqué de réunir tout le monde. Une conclusion sur les efforts du béton par rapport au carbone. La conclusion, c'est effectivement, c'est ce qu'on vient de dire. La conclusion que vous venez de la dire, c'est qu'il faut utiliser le bon matériau, le bon béton au bon endroit pour avoir justement une économie de matière et optimiser le poids carbone des bâtiments. Le béton, il a beaucoup d'avantages, c'est qu'on peut lui greffer beaucoup d'autres systèmes constructifs dessus, que ce soit du béton de chanvre, du béton de bois, le sature bois. C'est vraiment un matériau qui tolère et qui permet l'optimisation carbone. Il y a l'assemblage, il y a une réflexion à avoir sur l'assemblage des matériaux entre eux.
Bernard, vous avez le mot de la fin. Je vais abonder là-dessus. En fait, je crois qu'il faut surtout pas opposer les matériaux déjà, c'est pas le sujet. Le béton est un matériau indispensable et magnifique. Hein. On fait plein de choses essentielles avec le béton et on s'en passera pas dans les années qui viennent. Donc, faut pas rêver. On va pas supprimer le béton et le remplacer par des matériaux biosourcés. Et derrière ça, moi, ce qui me paraît important, c'est qu'il faut pas faire une marche arrière. Faut pas faire des analyses matériaux par matériaux. Ce qui nous importe, c'est le bâtiment, voire plus aujourd'hui, c'est le quartier, etc. C'est réfléchir sur le bâtiment, sur le quartier, absolument, plutôt l'impact global que l'impact matériau par matériau. Il faut réfléchir avec, je trouve encore une fois que le label bâtiment biosourcé qui doit être rénové bientôt, remis en jour, est un outil hyper simple et très efficace parce que là on a quelque chose qui va très vite et on sait très vite ce que l'on fait, quoi. Et l'autre point que je voudrais dire en conclusion, c'est que là on a parlé de construction. Le grand enjeu quand même pour nous, pays occidentaux, c'est quand même la rénovation. Et là, les chiffres sont plus les mêmes, les critères sont pas les mêmes. Les matériaux perdent beaucoup de leur importance. Hein. Et l'échelle n'est pas la même. L'échelle n'est pas la même, donc faut pas oublier. Enfin, quand on parle moi je parlais de 60% de carbone lié aux matériaux, quand on est en rénovation, ça doit être 20%, je pense, quelque chose comme ça. Donc on n'est pas sur la même chose, donc il ne faut pas l'oublier. Ce que je dis en train de dire n'est pas forcément l'avantage des matériaux biosourcés, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper en fait, de combat. Et plus et moins aujourd'hui, on n'est que sur le neuf. Ça commence à changer. Ouais. Voilà. Et par contre, je pense qu'il faut avoir, si on veut avoir une vue plus large et avoir une vue mondiale, l'importance des matériaux, il trouve toute son implication, son rôle quand on regarde au niveau mondial où est-ce que l'on construit aujourd'hui et où est-ce qu'on va construire demain surtout. Et où est-ce qu'on construit aujourd'hui? C'est évidemment beaucoup en Chine et en Inde. La Chine, c'est en train de se stabiliser, ça va risque de décroître. L'Inde va continuer à augmenter. Mais les zones où on va construire énormément dans les décennies à venir, c'est l'Afrique. Parce qu'il y a un besoin absolument énorme de construction. Et je pense qu'il faut s'intéresser un petit peu quand même à ce qui se passe dans ces pays qui attendent beaucoup de notre participation. Je vous invite à regarder une émission qu'on avait hier avec un représentant du Maroc qui nous parlait de ces questions. En particulier. Voilà. Merci beaucoup à vous. Alors merci, on pourrait en parler des heures et je pense qu'on va en parler de plus en plus et de plus en plus souvent sur le plateau de Batijournal TV. Merci d'être venu jusqu'ici pour nous parler donc de construction et de construction bas carbone. Une émission à retrouver sur notre site Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Bipositive et France Bois Forêt. Merci à vous.